Souvenez-vous, nous sommes fin 2015 et le monde découvre la technologie blockchain. En novembre, le magazine The Economist affiche en une cette phrase « Comment la blockchain pourrait changer le monde ?» Et dans les 6 mois qui suivent, c'est pas moins de 1600 articles sur la blockchain qui sont publiés dans les médias français. L'innovation dont tout le monde parle, ce n'est plus la réalité virtuelle, ce n'est plus l'Internet des objets, c'est la blockchain. Et tant pis si en réalité, elle existe depuis 2009. Mais aujourd'hui, 1 an et demi après la une de The Economist, une petite musique commence à s'installer et de plus en plus, on me pose des questions du type « Alors la blockchain, c'en est où ? Ça fait 2 ans qu'on nous en parle, mais on ne voit pas grand-chose arriver. Est-ce que ça méritait qu'on en parle comme d'une révolution ?» Parce qu'effectivement, on a pu lire partout que c'était une révolution. Et ça en avait l'air. Quand la blockchain arrive en 2009, pour faire fonctionner Bitcoin, la monnaie virtuelle, pour la première fois, on parvient à s'échanger de la valeur, de l'argent, de pair à pair, sans passer par une banque ou un gouvernement. Alors très vite, les parallèles se font avec Internet, et on explique que là où Internet a démocratisé l'information, la blockchain, elle, va démocratiser la transaction. Et plus largement, elle va créer la confiance entre des parties qui ne se connaissent pas ou qui ont des intérêts divergents. Bref, on le voit bien, au départ, la blockchain promettait un véritable changement de paradigme. Mais aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, la blockchain n'a pas bouleversé grand-chose. Alors, il y a bien eu de grandes annonces. Par exemple, l'année dernière, c'est 60 banques et institutions financières qui se sont regroupées dans un consortium pour étudier les opportunités de la blockchain. Mais dans les faits, les applications concrètes, qui ont des utilisateurs, qui fonctionnent, se font rares. Et ce fameux consortium, 1 an et demi après 59 millions investis dans la recherche sur la blockchain, a annoncé que finalement, ils allaient continuer à travailler sur leur cas d'usage, mais sans blockchain, parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Alors, est-ce qu'on n'en aurait pas trop fait avec la blockchain ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il y ait un tel décalage entre les promesses et la réalité ? À mon sens, il y a 2 grands facteurs d'explication. La première raison, elle tient à la manière dont les entreprises s'approprient la blockchain aujourd'hui. Ce que je constate au quotidien, c'est que les entreprises ont beaucoup de mal à changer leur manière de penser. Et la façon dont elles s'approprient la blockchain aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ce qu'on faisait de la voiture à ses débuts. Alors bon, évidemment, aujourd'hui ça a l'air ridicule, mais à l'époque, c'était pas si ridicule que ça. Ça faisait des milliers d'années qu'on se déplaçait sur des chariots tirés par des chevaux, et on arrive avec la voiture et on explique qu'elle va révolutionner la mobilité en s'affranchissant des chevaux. Mais évidemment, les palefreniers ne l'entendent pas de cette oreille et expliquent, eux, que la voiture va tout simplement permettre de se déplacer en fatiguant un peu moins les chevaux. C'est le même raisonnement aujourd'hui avec la blockchain. En fait, ce qui se passe de manière générale, c'est que les entreprises utilisent la blockchain non pas pour son côté révolutionnaire, mais pour optimiser leurs activités traditionnelles. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas utile pour elles. Souvent, ça leur permet de gagner du temps, de l'argent, voire beaucoup de temps ou beaucoup d'argent. Par exemple, il y a quelques semaines, 2 grandes banques ont testé la blockchain pour le trading de matières premières. Et ça leur a permis de faire passer le temps d'une transaction de 3 heures à 25 minutes. Donc effectivement, il y a un véritable intérêt pour elles. Mais en se restreignant à ce type de cas d'usage, elles se ferment des portes. Et en choisissant de ne pas se réinventer elles-mêmes, elles prennent le risque que d'autres acteurs viennent le faire à leur place. Prenons l'exemple des services bancaires. Aujourd'hui, dans le monde, c'est près de 2 milliards de personnes qui ne sont pas bancarisées et qui n'ont accès à aucun service financier. Il existe déjà plusieurs services blockchain pour pallier à ce manque. L'un des plus prometteurs, c'est la start-up Abra, qui se définit comme la façon la plus simple d'envoyer et de recevoir de l'argent avec ou sans compte bancaire. Et le modèle d'Abra, c'est un modèle pair à pair qui désintermédie de nombreux tiers par lesquels les services de paiement classiques doivent passer. C'est pourquoi envoyer de l'argent avec Abra est en général bien moins cher que par des services traditionnels. Et c'est un enjeu gigantesque. Le marché du transfert d'argent à l'international, c'est 440 milliards de dollars par an. C'est à peu près l'équivalent du PIB de la Belgique. La diaspora africaine perd chaque année 2 milliards rien qu'à cause du coût d'envoi des transferts d'argent. Et le modèle d'Abra, c'est une start-up qui l'a conçu et qui est en train de le développer, alors que les banques auraient pu. Elles auraient pu le faire dès 2009, et avec leurs moyens financiers,
elles auraient sans doute pu le faire bien plus vite qu'un nouvel acteur. Mais ça leur aurait demandé de se réinventer. Et donc à travers cet exemple, on voit bien que les grandes entreprises ont du mal à s'approprier cette révolution parce que ça leur demande de repenser complètement un certain nombre de leurs business models. Mais il y a une autre raison qui explique pourquoi la blockchain n'a pas encore réalisé ses promesses. En fait, la raison la plus importante, c'est que la blockchain est mal comprise et qu'on lui accole donc des promesses qui n'ont souvent pas beaucoup de sens. Une des affirmations qui revient le plus souvent, c'est qu'elle serait une technologie amenée à supprimer tous les intermédiaires, ce qui est faux. Reprenons l'exemple d'Abra. Quand vous utilisez le service d'Abra, certes, vous ne passez pas par une banque, certes, vous ne passez pas par les services traditionnels de paiement, mais vous passez quand même par Abra. Et donc, on le voit bien, la blockchain ne supprime pas tous les intermédiaires. En fait, elle va simplement rendre caducs ceux dont le service rendu n'aura pas une valeur ajoutée suffisante. En général, elle va plutôt redéfinir le rôle des intermédiaires, voire même elle va en créer de nouveaux. Alors, par exemple, dans le domaine de l'assurance, la blockchain permettrait d'automatiser un certain nombre de remboursements. Et puisqu'on a eu un éleveur agriculteur sur scène, je vais prendre un exemple dans le domaine de l'agriculture. Imaginons un agriculteur qui pourrait, grâce à la blockchain, être automatiquement indemnisé s'il ne pleut pas pendant plus de 2 mois consécutifs sur ses terres. Eh bien, la blockchain, ici, va permettre de désintermédier un certain nombre de métiers, notamment dans le traitement administratif des demandes. Plus besoin de remplir de formulaires, etc. Mais elle va aussi créer un nouveau métier, puisqu'évidemment, la blockchain ne sait pas s'il pleut ou pas. Donc, on va avoir recours à des logiciels hors blockchain, qu'on appelle des oracles dans le jargon, qui vont aller puiser la donnée dans des sources fiables, alors dans notre cas, ça pourrait être le site de Météo France, et qui vont l'envoyer dans la blockchain pour automatiquement exécuter des transactions. Et donc, ces nouveaux métiers qui viendront se greffer sur des applications blockchain, ce seront les nouveaux tiers de confiance, ce seront les nouveaux intermédiaires. Et il y en a beaucoup d'autres. Je pense par exemple au métier d'auditeur de code, qui deviendra essentiel pour certifier la fiabilité d'un programme. Je pense aux avocats développeurs qui devront jongler entre le langage juridique et le langage informatique dans la blockchain. Bref, on le voit bien, on est très loin de la suppression généralisée des intermédiaires qu'on nous annonçait. Mais il y a encore autre chose. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est que quand la blockchain est arrivée, eh bien, elle a eu le malheur d'arriver après le mot valise d'ubérisation. Et donc, quand la blockchain a fait irruption dans les directions de stratégie, dans les médias, dans les conférences, auprès des départements d'innovation, eh bien, on lui a appliqué les mêmes raisonnements qu'on avait eus sur l'ubérisation. C'est-à-dire l'idée qu'il y a forcément d'un côté de grandes entreprises, établies depuis des années, et de jeunes startups, capables de venir bousculer à vitesse éclair des business models traditionnels. Sauf que les choses ne sont pas si simples. En collant à la blockchain l'étiquette d'ubérisation ultime, on instille l'idée qu'elle serait capable par elle-même de venir bouleverser des business models existants. Alors que ce n'est pas le cas. En fait, la blockchain, c'est d'abord et avant tout une technologie protocolaire. Protocolaire, ça veut dire que c'est la couche technologique la plus basse sur laquelle viennent ensuite se greffer d'autres technologies. Si on garde la comparaison avec Internet, le protocole qui a permis l'arrivée d'Internet, c'est le protocole TCP/IP, qui a été créé dans les années 80-90. Eh bien, la blockchain, on est à peu près au stade du protocole TCP/IP dans les années 90. C'est donc complètement normal qu'on n'ait pas encore d'application révolutionnaire. Facebook n'est arrivé qu'au milieu des années 2000. Pour que viennent se créer ces applications disruptives, il faudra qu'en amont arrivent toutes ces couches technologiques intermédiaires qu'ont été pour Internet les liens hypertextes ou les navigateurs, par exemple. En somme, la blockchain, ce n'est pas une technologie disruptive en elle-même, c'est une technologie protocolaire qui pose les fondations pour l'émergence ensuite de services disruptifs. Et la meilleure preuve de cela, c'est qu'aujourd'hui, les startups qui évoluent dans la sphère blockchain et qui ont des business models pérennes ne proposent pas de services disruptifs. En fait, soit elles travaillent sur ces fameuses couches technologiques, soit elles proposent des services qui ne relèvent pas de la disruption, mais plutôt de l'optimisation. Et là, la fameuse question qui arrive, évidemment, c'est « mais alors quand ? Quand arriveront ces applications révolutionnaires qu'on nous promet ?» Personne n'a de boule de cristal. Alors, si on compare avec Internet, on peut estimer que ça prendra encore au moins 5 ans, voire peut-être 10 ans pour qu'elles arrivent. Et là, vous vous dites « super, on peut faire autre chose ?
On peut faire autre chose pendant 5 ans, pendant 10 ans, et puis revenir à ce moment-là quand tout sera prêt. Eh bien, si vous vous intéressez à l'innovation, ce qui a priori est le cas puisque vous êtes ici, ou si vous travaillez dans une grande entreprise, la réponse est non, absolument pas. Parce que c'est maintenant que tout est en train de se construire. C'est maintenant que les protocoles se font, se défont, c'est maintenant que les standards se créent, c'est maintenant que des alliances se forment entre des acteurs qui parfois sont concurrents. Bref, le moment passionnant, c'est véritablement maintenant, et on l'a vu avec Internet, il ne se reproduira pas. Merci.